Bienvenue dans ce conseil du 3 octobre 2023. Bien, on va faire l'appel. Henri Brevel présent. Monsieur Thierry Doléan. Présent. Madame Annick Gouélan. Présent. Monsieur Philippe Lecoustour. Présent. Madame Sophie Mérès. Présent. Monsieur Michel Noblet. Présent. Madame Céline Morin. Présent. Monsieur Félicien Margueritas. Présent. Madame Patricia Charton. Présent. Madame Noël Proust. Présent. Madame Marie-Josée Rossi-Jaouel va avoir du retard, donc pouvoir à Monsieur Serge Loisel. Madame Isabelle Rambose. Présent. Monsieur Joël Maillard. Présent. Madame Martine Joly. Présent. Monsieur Philippe Guillonneau. Présent. Monsieur Xavier Lefebvre. Présent. Madame Mireille Mathieu. Présent. Madame Jessica Kellier. Monsieur Vincent Couric, absent, pardon. Monsieur Claude Copin. Présent. Madame Sylvie Béguier. Présente. Monsieur Nelson Dos Santos, pouvoir à Madame Sophie Sauter. Monsieur Serge Loisel. Présent. Madame Fabienne Kerber. Présente. Madame Sophie Sauter. Présent. Madame Danielle de Refeuille. Présent. Monsieur Émile Malès. Présent. Catherine Lacroix, absente. Et Monsieur Marcel Sinfréel sera en retard, pouvoir en attendant Madame Sophie Mérès. Bien. Désignation d'un secrétaire de séance. D'accord. Ok. Très bien. Bon, avant de commencer ce conseil, évidemment, je pense que vous avez tous reçu le communiqué que nous avons diffusé hier concernant l'installation prochaine d'une brigade de gendarmerie sur la ville de Beynes. Voilà. Donc ça fait 1 an qu'effectivement nous travaillions avec, enfin je travaillais particulièrement avec les autorités de la gendarmerie pour voir la faisabilité de l'installation d'une brigade sur Beynes. Bon, c'était pas gagné d'avance, bien évidemment, mais on a patienté, c'est vrai que ça commençait à être long, mais voilà, on est arrivé au bout et l'annonce a été faite donc hier soir, comme quoi Beynes pourrait avoir une brigade bientôt chez elle. Voilà. Des questions. Merci. Voilà. Alors, maintenant on va travailler évidemment avec les autorités de la gendarmerie pour savoir dans quelles conditions, quand, la construction, à quel endroit. Bon, il y a tout un tas de questions qui vont se poser. Et on vous tiendra au courant évidemment au fur et à mesure des avancées du projet. Voilà. Oui, Madame Sauter. Ah voilà, j'ai juste une question justement sur les sites. J'ai pu lire qu'il y avait 2 sites qui étaient pressentis. Oui. C'est vrai ou c'est une information Alors on a effectivement visité les gendarmes plusieurs sites. 2 ont retenu leur attention. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. C'est les autorités qui vont décider effectivement lequel sera le plus approprié. D'accord. Et ce sont des sites qui appartiennent à la mairie ou à des privés ou... À la mairie et aux autorités de l'État. D'accord. Voilà. Merci. En prie. Bien. Je vais attendre que M. Sinfréel puisse s'installer tranquillement. Je rentre discrètement pourtant. Bonjour. Bonjour. Bien, approbation du procès-verbal du conseil municipal du 9 juin. Avez-vous des remarques? Non. Question. Ok, très bien. Ok, bon, est approuvé. Merci. Abstention de Madame Sauter, alors. Ok, pas de problème. Merci. Ensuite, alors, on y va. Alors, modification du tableau des effectifs. Alors, compte tenu des différents mouvements de personnel, il convient de mettre à jour le tableau des effectifs de la ville en apportant les modifications liées aux changements mentionnés ci-après. 3 agents ont pu être inscrits sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne, rédacteur, technicien, agent de maîtrise. Il convient donc de créer ces postes et de supprimer les postes d'origine. Donc proposer de mettre à jour le tableau des effectifs de la ville en apportant les modifications
liées aux changements mentionnés ci-après. Filière administrative, création d'un poste de rédacteur, suppression au 1er novembre d'un poste d'adjoint administratif principal de première classe. Filière technique, suppression au 1er novembre d'un poste d'agent de maîtrise principale et création d'un poste de technicien. Et suppression au 1er novembre d'un poste d'ADSEM, principal de première classe. Le poste d'agent de maîtrise n'a pas besoin d'être créé, il est déjà vacant au tableau des effectifs. Voilà. Avez-vous des questions? Pas de questions? On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité des présents, merci. Ensuite, alors, rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France sur le contrôle des comptes et de la gestion de la communauté de communes Cœur-d'Yvelines concernant les exercices 2017 et suivants. Alors, la Chambre régionale des comptes, CRC d'Île-de-France, a procédé au contrôle des comptes de la gestion de la communauté de communes Cœur-d'Yvelines concernant les exercices 2017 et suivants. Conformément à l'article L243-8 du Code des juridictions financières, le rapport d'observation définitive de la CRC est adressé au président de l'EPCI et également au maire des communes membres de cet établissement public immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Le conseil communautaire a été saisi le 7 juin dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune en conseil municipal et donne lieu à débat. La CRC a rédigé les recommandations de régularité suivantes. Mettre en place la commission consultative des services publics locaux conformément à l'article L 1413-1 du Code général des collectivités territoriales. En 2, adopter les conventions requises aux articles L 5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales et L 2113-7 du Code de la commande publique. 3. Adopter un plan climat-air-énergie territorial conformément à l'article L 229-26 du Code de l'environnement. Faire évaluer par la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, le montant du transfert des charges au titre de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Publier sur le site internet de la communauté de communes l'ensemble des documents budgétaires prévus à l'article L 2313-1 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que tout autre acte requis par l'article L 2131-1 du Code général des collectivités territoriales. Mettre en cohérence l'inventaire des biens avec l'état de l'actif du comptable afin de disposer d'une image fidèle du patrimoine. Donc ceci, évidemment, alors je pense, tout le dossier, vous avez pu le voir, il y a, je ne sais plus, 70 pages, avec effectivement à la fin les réponses du président de Cœur-d'Yvelines. Voilà. Avez-vous des questions? Non? Oui. Oui, M. Copain? Finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mises à jour à faire Oui. dans Oui, tout ce d'accord. qu'on a pu lire là, qui traînent depuis pas mal d'années, et puis surtout qui ne sont pas fidèles en termes d'information, et particulièrement sur la présentation des finances. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. Alors là-dessus, le président a pris acte et il a mis un certain nombre de choses en place, et qui sont déjà en cours, le PCEAT, la CRTE, il y a des choses qui sont en cours. Et aussi la diffusion des informations qui seront sur le site ou qui sont déjà sur le site internet de la communauté de communes. Voilà. Et pour le reste, eh bien, on prend acte et puis on se met en conformité. Voilà. Merci. Oui, Madame Sauteur. Oui, je voulais quand même faire remarquer, je crois qu'on l'a tous observé, c'est un de nos critiques envers Cœur-d'Yvelines, c'est que, comme il est écrit, c'est une communauté de communes de gestion, une structure de gestion et pas de projet. Et que, effectivement, il manque un cadre, il manque des perspectives, et c'est dommage, parce que vraiment les finances sont saines, enfin voilà, la communauté de communes a des moyens, et il n'y a pas grand-chose qui en sort jusqu'à présent. Alors j'avais c'est des questions pratiques. Oui, alors pour l'instance dont vous venez de parler, est-ce que la commission consultative des services publics locaux devait être mise en place au premier trimestre 2023? Est-ce que ça a été fait?
Je crois que c'est en cours, oui. Il me D'accord. semble avoir lu la réponse du président, oui. Bon. Alors, je crois que vous avez les réponses, d'ailleurs, un certain nombre de réponses qui sont dans la lettre du président, juste à la fin. Oui, mais je crois que la lettre du président, elle est antérieure en Oui, fait, elle date, oui, mais c'est en à la cours. date du rapport. Ouais. Il y a un certain nombre de choses qui effectivement, parce que je crois que la lettre du président date du 27 avril, C'est ça. hein, d'accord, et qu'il y a des choses qui sont mises en place depuis, bien évidemment. Oui. Hein, ne serait-ce que la collecte, par exemple, ne serait-ce que aussi le fait de mettre les informations sur le site de Cœur-d'Yvelines, le PCEAT qui est en cours, CRTE, tout ça c'est en cours, et c'est évidemment depuis le mois d'avril, je veux dire, le rapport arrive aujourd'hui, évidemment, il y a des choses qui sont forcément Voilà, le en place. rapport est de juin, donc il y a eu une Oui. réponse du président en avril, Oui, puisqu'il y a oui. dû y avoir une période intermédiaire de concertation. Mhm. Et alors, il y a page 24 sur 51, il y a un point qui a attiré mon attention. Maison médicale, créée en 2020, ce fonds de concours est destiné à soutenir la création de maisons médicales pour l'installation de médecins généralistes. Mhm. Aucun fonds n'a été alloué dans ce cadre. Ça veut dire que Ben n'a rien reçu? Alors ça c'était, alors ça date de, oh là là, c'était en ce qui concerne Neuf-le-Château, la maison médicale de Neuf-le-Château. Et est-ce que Ben a reçu quelque Non. chose? Non, 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 non. On n'a rien reçu, on a reçu du département et de l'ARS. C'est ça. Ouais, Mais c'est ça. pourtant, au départ, il était bien prévu quand même que ce qui était prévu pour Jouarre pour Chartrain, qui n'a peut-être pas été attribué, Neuf-le-Château, oui. Neuf-le-Château, Oui. pardon, soit élargi à toutes les communes. Tout à peut-être. fait. Et comment se fait-il qu'il n'y a rien qui ait été Bah, tout distribué? simplement parce qu'avec les subventions, on dépasse les 70%. D'accord, bah, on peut Ouais. aller jusqu'à 80 normalement. Ou 80, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 70 ou 80, je ne sais plus. Ouais. Au maximum. On était au maximum. au maximum. Voilà, on était au maximum. D'accord. Bon. Bon, j'ai pas. Ah oui, si quand même. Qu'est-ce qui est prévu pour Grignon, puisqu'il en est fait mention? Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Grignon et, Alors, sur Réunion, d'après les dernières infos que j'ai, hein, bah, vous les avez aussi, je suppose, c'est qu'effectivement la vente a été annulée, d'accord, oui. et qu'il y a un nouveau projet qui va repartir, mais pour l'instant, c'est entre les mains du préfet et de D'accord. l'État. On n'a rien pour l'instant. Bon. Effectivement, on essaye de se mettre au courant, d'essayer d'avancer, mais pour l'instant, il n'y a rien. Enfin, il y a des projets, bien évidemment, mais pour l'instant, c'est pas revenu pour savoir ce que va faire l'État. D'accord. Ouais. Et j'ai appris aussi que depuis 2022, la communauté de communes est partenaire du dispositif Ma Boutique à l'essai. Alors, moi, je ne connaissais pas ce. Et qui vise à redynamiser les centres-villes en proposant. Enfin bref, donc c'est une sorte de test qui est proposé. Oui, oui. À Ben, il n'y a pas des endroits où on pourrait essayer d'avoir. Oui, il y a des endroits, effectivement, il y en a deux boutiques, oui. Il y a deux endroits qu'on pourrait effectivement proposer, mais pour l'instant, je crois que c'est à l'état de test au niveau de Thoiry, je crois, il me semble. Hein, D'accord. il me semble. Est-ce que vous pourrez. Il faut que la commune est à local, oui. Il faut que quoi? Ma boutique à l'essai, c'est des locaux qui sont, enfin, dont la commune est propriétaire, Oui. qui les inscrit dans le dispositif, en fait, qui les met à disposition. Et donc là, pour le coup, il faut que la commune en ait un et qu'elle décide de le dédier à ça. Après, il y a des porteurs de projets qui candidatent auprès du dispositif Ma boutique à l'essai, et ensuite, via Yveline, enfin, Oui. l'organisateur, voilà, c'est mis en place. Et donc, est-ce que vous avez. Je sais que c'est un local qui est très difficile à valoriser, mais est-ce que vous êtes rapproché de ce dispositif pour, par exemple, voir si l'ancienne épicerie du Val des Quatre Pignons pouvait rentrer dans ce dispositif, puisqu'il appartient à la commune? Non, non, pas du tout. Non, on ne s'est pas penché là-dessus, pour l'instant. D'accord. Bien. Alors j'ai juste une dernière remarque. Oui, Est-ce que vous allez-y. pourrez nous tenir informés, parce que c'est vrai que souvent c'est très administratif, ce qu'on a en conseil municipal, les échos qu'on a de Cœur d'Yvelines, est-ce que vous pourrez nous tenir informés au fur et à mesure que Cœur d'Yvelines avancera dans le rétablissement des bonnes pratiques? Est-ce que vous D'accord. pourrez nous en informer Oui, bien en sûr, nous disant oui. voilà, telle remarque a été prise en compte et il y a telle chose qui a été mise en place, et voilà. D'accord. Merci. Ok, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et donc ça, une fois acté, ça sera en ligne sur le site de la commune, Ah oui, oui. accessible à tous. Bah, normalement, oui, je ne sais même pas s'il n'est pas déjà, d'ailleurs, je ne suis pas très sûr, mais D'accord. c'est celui de la communauté de communes, sur le site de la communauté de communes. Hein. Et celui de la commune aussi, non? Non, je pense que c'est plutôt celui de la communauté de communes. Enfin, on verra ce qu'on va faire. Ok.
Bien, s'il n'y a pas d'opposition, on prend acte du débat, qu'il y a un débat qui a eu lieu. Ok, merci. Bien, délibération suivante. Sollicitation d'un fonds de concours, justement, auprès de la communauté de communes Cœur-d'Yvelines pour les travaux de réfection de la toiture terrasse de la maison des associations, en fait, de l'école de musique. Hein. Voilà. Monsieur Deléan. Oui, donc c'est dans le cadre de la nouvelle triennale des fonds de concours de la communauté de communes, donc 2023-2026, où une enveloppe globale a été allouée a été distribuée à chaque commune. Pour Ben, sur 3 ans, nous avons ouvert comme crédit sur ce fonds de concours 227 000 euros sur ce qu'on appelle le fonds de concours général, qui permet de financer des projets, y compris de la voirie, à hauteur de 30% de cette somme. Et puis un fonds de concours transition énergétique de 151 000 euros. Et la délibération qui vous est proposée, c'est suite au choix de la société pour intervenir sur la rénovation de la toiture de la maison des associations, l'école de musique en fait. On sollicite auprès de la communauté de communes sur le fonds transition énergétique, donc sur l'enveloppe transition énergétique, 38 000 euros sur les fonds de concours, sur une enveloppe totale de 91 236 euros toutes taxes pour les travaux, ce qui laisserait une part financée par la commune de 45 618 euros toutes taxes comprises. Si vous avez des questions. Pas de questions? Ok, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je vais passer la parole à M. Philippe Lecoustour concernant diverses attributions de subventions exceptionnelles de fonctionnement. Monsieur Lecoustour. Merci, monsieur le maire. Oui, on va commencer par une association qui vient de se créer et qui, dans le cadre du développement de son activité, souhaite... alors, c'est l'association Astroben 78, donc c'est une association d'astronomie. Donc, elle souhaite acquérir une caméra astrographique afin de donner la possibilité aux plus jeunes, mais aussi aux personnes atteintes d'un handicap moteur, de pouvoir observer sans contrainte et de permettre également à des petits groupes d'observer des corps célestes lors des manifestations publiques. Je précise que cette association, qui a moins d'1 an, ne pouvait pas bénéficier d'une subvention, ne pouvait pas faire une demande de subvention, parce que je vous rappelle qu'il faut avoir une existence d'au moins 1 an pour pouvoir prétendre à une subvention. Donc on envisage. Alors cette association, quand même, ce qui est intéressant, a déjà plus d'une trentaine de membres, dont une grande partie des élèves du collège. Ce qui est intéressant, les jeunes qui s'intéressent à l'astronomie. Pour la petite histoire, il y a 1 mois, l'association a organisé une soirée dans les étoiles, en gros, sur le terrain de Mortemay. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant, parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent avec du matériel qui est assez performant. Et pour le profane que je suis, on a appris beaucoup de choses sur le ciel et les étoiles, et c'est toujours intéressant, que ce soit pour les scientifiques ou les poètes. Donc voilà. Donc il est proposé d'accorder une subvention de 500 euros au profit de cette association. Des questions? Madame Sauteur? Alors, juste, Madame de Roquefeuille, pardon. Pardon. Juste pour savoir, il me semblait qu'il y avait une autre soirée prévue en octobre, non? Oui. Quelle date? Oui. Oui, je crois que c'est vendredi 13. pas là, mais l'autre. Mortemay Le 13 aussi? octobre. Ok, merci. Le jour de la nuit, en fait. Voilà. Ouais. Et donc, je pense que ça se passera encore à Mortemay. Si le... Non. Ah d'accord. Et si le temps le permet, je vous invite à y aller, parce que c'est vraiment très intéressant. Et... Oui, c'est Flaubert. Ça se passe à Flaubert. On aura la communication. Oui. Alors, juste par curiosité, quel est le coût de la caméra astrographique? Ouf, je crois que c'est près de 7 ou 8 000 euros. Oui, c'est vraiment une aide qu'on lui donne, voilà, mais il a d'autres aides. Il travaille beaucoup avec l'association de plaisir. Donc ils sont chevilles, ils se prêtent du matériel. Enfin bon, c'est une association qui est toute nouvelle, mais je pense qu'elle a son intérêt dans le réseau associatif béninois. Oui, d'ailleurs, la soirée du forum s'est terminée justement par une soirée
autour des étoiles. Donc c'était vraiment très très intéressant comme événement. Vraiment, on a appris plein de choses. Même on a toujours l'impression de connaître les étoiles, mais en fait on les connaît pas. Donc c'est toujours intéressant de participer au moins une fois dans les principales, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Oui, puis une chose intéressante, c'est qu'il y a un astronome de l'Observatoire de Paris qui fait partie de l'association, donc on a des conseils très éclairés, si on peut dire. C'est un enseignant-chercheur qui est là pour effectivement nous aider. Ouais, plus de 50. Et qui est très pédagogue en plus. Donc c'est l'avantage, c'est que sur un domaine comme ça. D'autres questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc suivante. Oui, c'est pour toi. Donc là, on va changer d'association pour parler du Pétanque Club de Veynes. Vous n'êtes pas sans savoir que le Pétanque Club de Veynes a le boulodrome sur Mortemay, qu'ils avaient acquis à une époque deux modulaires qui leur servent de vestiaire, de coin de rencontre, et ainsi de suite. Et on a constaté avec eux que le sol de ces modulaires était dangereusement friable. Donc ils se sont proposés eux-mêmes de le changer, parce que vous le savez, c'est un Pétanque Club de Veynes, il y a beaucoup de retraités bricoleurs. Donc ils se sont proposés eux-mêmes de le changer. Et donc on sollicitait juste une subvention pour acheter le matériel, pour changer ces deux planchers. Donc il vous est donc proposé de leur accorder une subvention de 500 € pour pouvoir acquérir le matériel et pouvoir procéder au changement de ce plancher. Des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité, merci. Monsieur Philippe Cousteau. Toujours? Donc le tennis club, dans le cadre de ses activités sportives, a organisé le 17 juin dernier une soirée de remerciement en l'honneur de Monsieur Copin, son ancien président, qui avait passé quelques années, pour ne pas dire plus, au sein du tennis club. Alors, la phrase classique, c'est à cette occasion, l'association sollicite une aide financière exceptionnelle de la ville. Non, c'est l'association, la ville a proposé, en remerciement de M. Copin pour tout ce qu'il a fait et la façon dont il s'est engagé pour le tennis club. Donc la ville a proposé effectivement de participer à cette fête à hauteur de 500 €. Et donc je vous propose de voter cette subvention exceptionnelle de 500 € au profit du tennis club de Veynes. Oui, c'était mieux cette phrase. Je préfère parce qu'effectivement c'est tout de suite quand... Alors c'est ça que je voulais préciser, c'est que c'est pas pour me faire un cadeau, hein, cette somme-là. On est d'accord. Bon, si je pense qu'il n'y a pas de questions. Okay. Alors juste, est-ce que M. Copin doit participer au vote? Ah, question. Alors cela dit, l'argent n'était pas pour lui, effectivement. Ah ben c'est pas pour lui, le donc il n'y a pas de problème, c'est pour l'association. Ouais. Il n'y a pas de souci, il peut participer. Et de toute façon, M. Copin n'est plus président du tennis club, donc ça ne doit pas poser de problème. Ok, merci. Bon, on va passer au vote alors. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Oui. Bravo pour l'investissement. Bien, maintenant, on va toujours, M. Cousteau, concernant un contrat de sponsoring sportif de haut niveau. Oui, alors nous avons la chance d'avoir à Veynes, dans le centre de Veynes, un monsieur qui s'appelle M. Maraillot, qui est athlète béninois inscrit sur la liste ministérielle en tant que sportif de haut niveau et qui fait de l'apnée, qui est champion de France dans sa discipline et surtout qui a fait les championnats du monde là au Honduras, qui a terminé 6e mondial. La difficulté pour ce monsieur, il y avait déjà eu, Céline ici présente avait déjà fait un article sur ce monsieur il y a quelques années dans le Ben Actu. Donc la difficulté, c'est que cette discipline, peu connue, peu sponsorisée, demande un investissement financier assez important. Et donc, dans cette volonté que nous avons de favoriser les sportifs de haut niveau, d'autant plus que ça ne s'engage pas simplement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan écologique, puisque les plongeurs comme ça, enfin les gens en apnée, participent à des émissions
sur le côté protection de la nature et ainsi de suite. Donc, ce monsieur a sollicité la commune et il a été décidé de lui accorder une subvention, comme vous le verrez dans le contrat de sponsoring, de 1 500 €. En contrepartie de quoi, de cette somme, il devra nous fournir tout acte ou justificatif prouvant sa participation aux manifestations. Il devra porter pendant toute la durée de l'événement dont il s'agit, et il en fait 3 ou 4 dans l'année, la marque du sponsor. Alors, je vous accorde qu'à 100 mètres de profondeur, sur la combinaison, le logo de Ben, ça va pas tenir. Mais il a aussi d'autres vêtements et il s'est engagé aussi à parler de Ben. Il s'engage également à venir dans des manifestations que nous organiserons. Par exemple, je pense que l'année prochaine, nous le ferons venir au forum pour qu'il puisse parler de son activité. Là, cette année, ce n'était pas possible puisqu'il c'est la période à peu près où il revenait du Honduras et puis qu'il avait autre chose à faire. Voilà, donc on lui accorderait, si vous en êtes d'accord, un sponsoring de 1 500 €. Alors, en petite précision, bon, c'est évidemment un aptéiste à poids constant, c'est-à-dire qu'il n'a pas de poids sur lui, il va directement avec son corps, indirectement. Effectivement, Philippe l'a dit, il était 6e mondial, champion de France, c'est déjà quand même une belle référence. Bon. Et puis, pour compléter, moi je suis en relation avec le vice-président de la région qui s'occupe des sports olympiques et paralympiques, et on est en train de travailler pour voir s'il pourrait éventuellement avoir une aide aussi de la région Île-de-France. Ce serait bien pour lui d'ailleurs. Voilà. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Alors là, je suis obligé de le faire. Qui vote pour? Et les pouvoirs, hein. N'oubliez pas. Très bien, merci, c'est à l'unanimité. Donc. Merci. Bien, je vais passer la parole maintenant à Madame Céline Morin qui va nous parler de l'organisation de séjour d'hiver 2024 à Saint-Jean-d'Arve, en Savoie. Voilà, donc comme chaque année, on recommence, on retourne à Saint-Jean-d'Arve sur le séjour d'hiver 2024. Donc ça aura lieu du samedi 10 février au vendredi 16 février. Il y aura 24 enfants scolarisés en élémentaire et 23 jeunes de 11 à 17 ans, soit un total de 47 participants. Avez-vous des questions? C'est toujours le même. C'est toujours le même. Pas de questions? Bon, si on peut passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité des présents, merci. Bien. Alors, je vais passer la parole à M. Michel Leblay concernant la signature d'un protocole transactionnel avec la SCI de Ben Domaine. Elle va nous expliquer ce que c'est. La SCI Ben Domaine, évidemment, c'est l'emplacement où se situe la maison de santé. Donc la SCI Ben Domaine et la commune de Ben, désignée par les parties, ont signé le 21 juillet 2020 un acte de vente dans l'état de futur achèvement concernant un bien immobilier situé 21 route de Frileuse à Ben. Après la livraison du volume locaux d'activité destinés à recevoir la maison de santé, la commune de Ben a interpellé la SCI Ben Domaine suite à différentes mises en demeure relatives à des manques d'informations nécessitant des travaux complémentaires d'aménagement par la commune de Ben. C'est dans ce contexte que les parties ont décidé de recourir à la voie amiable pour mettre un terme définitif à ce différend, solution qui apparaît comme la meilleure à tout point de vue. Des pourparlers ont donc eu lieu entre les parties. Suite à ces échanges, les points de vue se sont rapprochés. Les parties ont accepté des concessions réciproques et de ce fait, en application des articles 2044 et 2052 du Code civil, ont entendu mettre un terme au litige né entre elles en concluant un protocole transactionnel. Les parties ont ainsi convenu des dispositions ci-après. La SCI Ben Domaine consent à verser à Commune de Ben une indemnité globale d'un montant de 15 000 €. La Commune de Ben renonce à toute réclamation et procédera au règlement de 38 640 € correspondant au solde des appels de fonds de l'acte VEFA. Le protocole transactionnel est joint à la présente délibération. Il est donc proposé à l'Assemblée de se prononcer sur le projet. Avez-vous des questions?
Questions? Pas de questions? Non? Donc on peut passer au vote. Donc qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, unanimité. Merci. Bah, je crois qu'on est arrivé au bout. Reste, avez-vous des questions sur les décisions du maire? Oui. Oui. Madame Bélier. Je viens de voir que nous avons acheté une jolie voiture. À quoi est destiné ce véhicule? En fait, la vente a été annulée et on n'a pas noté la décision là-dessus. D'accord. Ouais. Mais c'était dans quel but sinon? Alors, je ne sais pas si c'était pour remplacer un des véhicules qu'on a l'habitude. Alors, c'est effectivement des affaires qu'on peut faire. Un véhicule de ce prix-là, enfin, de ce type de ce prix-là. Mais en fait, la vente a été annulée. Voilà. D'accord. Oui, mais l'autre, Après, il y a un Kangoo, oui, bien sûr. Et ça, c'est dans le cadre des achats habituels. Le renouvellement des voitures, oui. Madame Sauter, oui. Oui, alors c'est sur la décision décembre 2023-059, prolongation de location de modulaire pour le centre technique municipal pour un montant de 73 000 euros TTC. Je croyais qu'on les achetait. Oui, c'est la prolongation du contrat. Michel, tu peux répondre? Non, on continue à les louer vu les études qu'on est en train de mener actuellement pour le futur CTM. D'accord. Donc, quel était le montant au départ de l'achat prévu? À peu près Je crois qu'au budget, on avait inscrit 250 000 euros. 250 000 euros. 200 000 euros. 200 000 euros. Donc, ça va aller plus vite que 3 semestres pour que le CTM soit construit. Non, ça sera certainement plus long, mais vu actuellement le prix des modulaires, ce n'est pas intéressant financièrement de se porter acquéreur de ce genre de truc. Il vaut mieux continuer à les louer. Donc ils étaient à plus, en fait, le budget qui était prévu suffisait pas, c'est ça? C'était pas 200 000 euros? Tout à fait. D'accord. Donc c'est une dépense qu'on va voir récurrente Ouais, voilà. pendant un moment, a priori. D'accord. Oui. Alors oui, j'ai aussi la 062, mission de réalisation d'un diagnostic des anomalies fiscales des locaux d'habitation, et je voulais savoir ce que ça recouvrait. Ah oui, d'accord, mais si c'est toi, Thierry. Oui, régulièrement, donc les communes font un état diagnostic des déclarations des particuliers sur les surfaces qui sont calculées pour la taxe d'aménagement, la taxe foncière. Et donc là, cette année, on a renouvelé, on a refait un diagnostic dont on n'a pas encore eu la conclusion définitive. Donc en gros, c'est pour voir si la commune peut prétendre à plus de recettes fiscales sur ce sujet-là, parce que des particuliers ou des entreprises n'auraient pas déclaré suffisamment auprès des impôts leur surface. Mais autrefois, il me semblait bien que c'était le service des impôts qui se chargeait directement de ce genre de choses. En fait, le service des impôts missionnait avant une commission de contrôle en fait, et d'établissement des taux en fonction du nombre de salles de bain, du nombre de pièces, etc. Et maintenant, on n'a plus ça. Donc les impôts ne le font pas. Donc c'est pas notre charge. Oui. C'était une des pistes d'un audit réalisé il y a plus de 10 ans, je crois. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ne savent pas forcément que quand on transforme un garage en habitation, ça change les bases sur lesquelles les impôts sont calculés. Donc, ouais. D'autres questions? Oui. Oui. La dernière. Oui. La 067 sur la refonte, hébergement et maintenance du site internet de la ville. Donc, si je comprends bien, pour un montant de 26 500 euros à peu près. Si je comprends bien, il y a à la fois de l'investissement, c'est la refonte, et puis du fonctionnement, c'est-à-dire la maintenance et l'hébergement. Alors, il y a de l'investissement sur la refonte, justement, la création, l'accompagnement, etc., la migration aussi des données qu'on a et tout. Et sur l'hébergement, c'est du coup le fonctionnement qu'on aura chaque année pour les serveurs, le suivi du site. Voilà.
Et vous vous souvenez, vous pouvez nous donner une idée de la répartition entre l'investissement et le fonctionnement sur les 26 000 euros? Je ne l'ai pas en tête, je vous le donne dès que je l'ai, dans la semaine. D'autres questions sur les décisions? Ah oui, non, tout bête. Allez-y. Il y a une convention de mise à disposition des locaux municipaux dans le cadre des activités de l'association Cercle Philatélique Bénois. Et je me demandais quels locaux. Tous les autres sont précisés, mais pas ceux-là. Dans le PN5? Non, non, je ne sais pas, moi. Il me semble, hein. Il me semble, oui. D'accord. Dans le PN5. Oui, oui. Très bien, merci. Oui. La refonte, c'est 11 008 hors taxe. Et le reste, c'est la maintenance d'hébergement. Voilà, pour 4 ans. Très bien. Bon, l'ordre du jour est terminé. Maintenant, on va passer aux questions diverses. Alors, la liste rêve l'ébène. Première question. Pouvez-vous répondre à la question posée lors du dernier conseil municipal, bilan de l'opération budget partagé, dont nous avons appris l'issue dans les infos bénoises, alors que l'engagement a été pris d'associer l'ensemble des listes du conseil municipal à cette opération. Monsieur Margaritas. Alors, pour le budget partagé, donc l'édition 2023, donc pour rappel, vous l'avez vu dans les infos bénoises, donc c'est un nouvel équipement sur l'aire de jeu du centre-ville qui va être réalisé. L'enveloppe, enfin le coût de l'aire de jeu, enfin du nouvel élément est de 7 000 euros. Comme le budget est de 10 000 euros et que les échanges avec les enfants du conseil municipal des jeunes et des enfants étaient aussi sur l'état des aires de jeu, il y aura le supplément en fait qui ne sera pas dans les aléas du projet, sera dédié à l'embellissement et un peu l'amélioration du cadre de cette même aire de jeu. Sur le principe, donc on l'avait dit à un conseil précédent, c'était pas le précédent mais c'était peut-être un d'avant, comme on n'était pas prêts nous par rapport à nos outils en ligne pour faire un vote un peu partout, pour toute la population, on a travaillé avec le conseil municipal des jeunes justement pour pouvoir avoir un vote qui soit, un vote en soi, donc que ce soit pas décidé que par nous et qu'on ait un petit moment éducatif aussi par rapport à comment fonctionne une mairie, comment on gère un budget, comment on gère un projet. Pour le prochain, j'ai noté vos remarques, pour le prochain on fera mieux. D'ailleurs, j'ai prévu de faire une commission sur le sujet avant la fin de l'année pour le budget 2024, le budget partagé 2024. Donc vous serez informés, puis je m'arrangerai pour que les membres, que les personnes de l'opposition qui ne sont pas dans la commission reçoivent l'invitation. Je voulais juste vous rappeler que c'était un engagement que vous aviez pris. Ça faisait partie du règlement de cette opération et que c'est à cette condition, parce que vous avez dit effectivement il n'y a pas de sens, ça n'a pas de sens de faire participer uniquement le représentant d'une des listes minoritaires et toutes les listes minoritaires seront associées. Et donc ça n'a pas été fait. Voilà. C'est justement pour ça que, compte tenu de toutes les remarques qui ont été faites, pour le prochain on va anticiper et pas le faire, parce que là pour le coup c'était à la fin. Et on va le faire avant le projet parce qu'il y a des choses à revoir. C'était un premier projet. Là-dessus, j'espère que cette fois-ci, on pourra faire voter tous les Bénois, etc. Donc, c'est pour ça qu'on se verra certainement au retour des vacances de la Toussaint. Voilà. Alors, dire qu'on s'est trompé, qu'on a fait une erreur. Non. Dire, je me suis engagé et nous nous sommes engagés à travers moi et effectivement, ça n'a pas été fait. Je me suis donc mal exprimé, en effet, mais on a fait une erreur, mais c'est pour ça que je vous dis justement qu'on va rattraper le coup pour la prochaine fois. Voilà. Je ça l'espère. n'aurait pas de sens sinon. Un problème avec ce micro. Deuxième question. Pouvez-vous apporter les réponses à nos questions relatives à la délibération DEL 2023-047 pour la délégation de services publics de la gestion du multi-accueil et des Farfadets? Nous souhaitons également savoir quel sera le montant du loyer des locaux actuellement mis gratuitement à la disposition par la commune. La participation de la CAF est-elle forfaitaire par berceau ou un pourcentage par rapport au coût réel? Madame Gouénin. Alors, je vais essayer de répondre à votre question. En l'absence de la directrice du CCAS, je n'ai peut-être pas toutes les données. Donc, je vais vous donner celles que j'ai et donc je m'engage à répondre plus tard si je ne peux pas répondre ce soir. Alors, au niveau
au niveau du loyer des locaux actuellement mis gratuitement à la disposition de la commune. Aucune étude n'a été faite par la ville, ça a été calculé comme ça. Page 24, donc, l'article 7.2.2, redevance du délégataire. La collectivité s'engage à mettre à disposition exclusive du délégataire les locaux à titre gratuit. Le prix du contrat annuel, le prix du berceau, tient compte de cet élément. Donc ça veut dire que si on faisait payer un loyer à la société People and Baby, il est bien évident que le prix du berceau serait donc plus élevé, on est bien d'accord. Si le prix du loyer, donc si le prix était payé par la société People and Baby, je pense qu'il répercuterait donc le prix de cette location soit sur la participation des familles, soit sur la ville, soit les deux. Voilà. Pour la deuxième question que vous avez posée, la participation de la CAF. La participation de la CAF, c'est un calcul CAF que vous pouvez trouver sur Internet. Il est fait, donc cette participation de la CAF est faite en fonction des heures de présence, du nombre de berceaux et de la participation familiale, donc, qui est donc réglée par les parents. Quand la participation familiale, quand les parents ont des revenus qui sont relativement élevés, la subvention de la CAF est moindre et vice-versa. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui suite à vos questions. Et parce que j'avais posé la question, enfin c'est le coût de 37% de la somme des produits, les 37% que la commune participe au financement du service sur la base d'un coût de 37%, ça veut dire quoi? 37%, c'est un reversement de 30, voilà, je crée un coup, un reversement de 37%, pardon, par rapport donc à leurs revenus. Donc la commune paye 37%? C'est ça, c'est ce qui revient à peu près donc au prix du berceau qui a été calculé. On est bien d'accord. Subvention de la commune, tiens. Donc la commune, elle paye le loyer, enfin elle met à disposition gratuitement plus 37%. Oui. Alors eux, par contre, eux de leur côté, rien que pour cette année, donc 2023, ils vont faire à peu près, pour vous donner une idée, à peu près 20 000 € de travaux dans les locaux. D'accord ? Ils ont dû faire face également aux revalorisations de salaire de leurs employés. Vous savez comment ça se passe, ils ont beaucoup de problèmes pour trouver des employés, donc ils ont beaucoup réévalué leur loyer. Ils ont dû faire face également au prix des couches, qu'il faut maintenant qu'elles soient écologiques, etc. Tout ce qui a pu augmenter dernièrement, etc. Donc ça paraît logique, oui. En fait, oui. Mais toutes les crèches, c'est pareil. Ont les mêmes aléas. Est-ce qu'éventuellement il serait possible, pour qu'on ne débatte pas comme ça de façon... Oui. Parce que ça c'est le CCAS qui examine ces éléments-là. Hein, c'est le CCAS qui traite le dossier des crèches. Oui, c'est la directrice du CCAS qui gère la petite enfance. Oui. Voilà. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une commission extraordinaire qui puisse inviter des personnes qui ne sont pas du CCAS, des élus qui ne sont pas du CCAS, pour nous expliquer comment fonctionnent les crèches et pourquoi il y a tant de différences? Bah écoutez, je vais lui poser la question, il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup. Il va falloir attendre son retour. Bien, merci. Dans le cadre, alors troisième question, dans le cadre de la convention signée avec l'EPFIF, et à la suite de la libération du local commercial anciennement Cécile Fleur, situé place Saint-Martin, la commune a-t-elle préempté sur ce local commercial pour l'acquérir? Où en sont les acquisitions dans le périmètre défini? Monsieur Margaritas. Alors, sur ce local en particulier, Cécile Fleur, enfin, ex-Cécile Fleur, parce qu'elle était en... Voilà, jolie fleur de Cécile, parce qu'elle était en location, c'est un local privé. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis en relation avec le propriétaire. Donc, on l'a rencontré, Yves, il y a 2 semaines, je crois. Parce que l'idée, c'est pas... Enfin, on vous l'avait dit, c'était d'abord de commencer par la discussion et pas de préempter tout de suite, voilà. Et il y a aussi un enjeu que, quel que soit le projet qui va être monté sur cette place-là, qu'on n'ait pas des locaux vacants pendant le temps du montage du projet qui peut durer quelques années. Et donc on s'est entretenu avec le propriétaire qui nous annonçait être en recherche d'un nouveau locataire, donc il n'y aurait pas aujourd'hui de péril de vente pour autre opération, autre destination, quoi que ce soit. De toute façon, la destination en soi on la maîtrise, mais voilà, on a pris attache
et on a eu des engagements sur ce sujet, donc c'est plutôt positif parce que et puis je vais préciser par rapport aussi à la question suivante. L'idée, c'est pas de préempter tout de suite tout quand il n'y a pas d'un risque. On est en train de monter le projet, d'ailleurs, pour votre information. Il y a eu juste un petit retard avec l'EDFIF parce que leur chef de projet qui s'occupait de Ben, en fait, il y a un changement de poste. Donc la personne arrive début octobre, donc on va la rencontrer pour justement rentrer dans le dur de tout ça. Et donc, où en sont les acquisitions? Pour l'instant, comme ce qu'on expliquait au conseil où on a voté la convention avec l'EDFIF, pour l'instant, on monte le projet et c'est une bulle de sécurité. Donc, on n'a pas lancé des opérations de demande d'achat, enfin de proposition d'achat ou quoi que ce soit. C'est à l'opportunité si quelqu'un veut vendre pour pas qu'il y ait autre chose qui se fasse qui ne soit pas forcément désiré là-dessus. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'est même pas allé spécifiquement à la rencontre des habitants tant que le projet n'est pas mature de notre côté et ça va arriver bientôt. Enfin, la vision du projet, elle existe, mais le travail opérationnel sur ce que ça peut devenir en vrai va débuter à partir du tout début du mois d'octobre, donc maintenant, quoi. Voilà. Alors, ce que je voulais faire je fais remarquer, c'est que là, le local est libre, donc c'est une opportunité. C'est ça. Parce que si il est loué, je rappelle que la convention elle dure 3 ans, et donc si le local est loué, il y aura des indemnités d'éviction. Donc ça a un coût. Donc je ne comprends pas pourquoi la commune ne se manifeste pas immédiatement, sachant qu'elle a un droit de préemption sur tous les locaux commerciaux sur la ville, si je me souviens bien. C'est ça, exactement. Donc en dehors de cette convention avec les FIF. En fait, aujourd'hui, le plus gros risque qu'on puisse avoir sur cette place, et il y a des parcelles qui sont aujourd'hui même pas construites, c'est qu'on ait des ventes qui se fassent et des projets qui se fassent sur lesquels on n'aurait pas la maîtrise par la suite. L'histoire le local commercial tel qu'il est là, à partir du moment où on développera le projet, nous on sera en mesure, parce que c'est aussi le projet de développer le commerce en centre-ville, etc., de créer des nouvelles cellules, de proposer à ces commerçants qui sont installés là, du coup une évolution par rapport à leurs locaux, et pas forcément, c'est pas de l'éviction, c'est proposer justement le projet qui va se mettre en place par la suite et qui leur permettra d'avoir des locaux peut-être plus accessibles, des locaux plus accueillants. Et l'idée aussi, et alors vous l'avez dit, la convention elle dure 3 ans, mais c'est une première convention, c'est bien dit dedans, c'est à partir du moment où le projet commencera à prendre une certaine forme effective et quelque chose de plus abouti, là-dessus, la convention va pouvoir être conduite. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dépenser en fait, le capital qu'on a par rapport à la convention actuelle dans des opérations qui ne mettent pas directement en péril la fongibilité foncière des îlots fonciers qu'on a à cet endroit-là. Voilà. Donc l'objectif, c'est justement que le commerce puisse prospérer pour l'instant, mais aussi pour le projet qui va arriver. Et c'est pas, on l'a pas évalué avec nos techniciens comme un risque pour le projet qui aura lieu plus tard, mais comme justement la vie de l'endroit. Si jamais on préempte aujourd'hui, ça nous rajouterait aussi un travail supplémentaire sur le marketing pas le marketing, mais trouver des locataires, gérer le bail, gérer les lieux, et c'est pas l'objectif. Là, par contre, on a informé notre manager de commerce que ce local cherchait preneur, justement pour que des commerçants puissent l'investir et, comme vous l'imaginez, pas forcément des agences immobilières ou des banques, parce qu'on en a déjà un peu trop à cet endroit-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En fait, oui et non, parce que moi je pensais que la convention avec les FIF, elle avait pour but d'acquérir des biens immobiliers pour des projets d'aménagement urbain et pas seulement de location à tel ou tel type de... Donc on s'est mal compris. En fait, là, ce dont vous parlez, c'est du fonds de commerce. Aujourd'hui, le bâtiment en tant que tel, donc il y a le commerce au rez-de-chaussée, je crois qu'en haut il y a deux ou trois appartements. Ce commerce-là, lui, ce bâtiment-là, il n'est pas à vendre. Donc on ne peut pas préempter quelque chose qui n'est pas à vendre. Là-dessus, en fait, la question qui se poserait, c'est est-ce qu'on préempterait le fonds de commerce en tant que tel? Et la réponse du coup est non. Et le bâtiment, imaginons qu'on a un bâtiment à vendre, là pour le coup, X bâtiment, là pour le coup, oui, la préemption aurait lieu, ça c'est clair. D'accord, mais préemption au terrain.
Enfin, Oui, alors est-ce qu'il ne serait pas utile de se manifester pour acquérir le local qui est vide, parce que ça évite d'avoir après des indemnités d'éviction à verser? Alors justement, c'est justement pour ça qu'on a rencontré le propriétaire du bâtiment, qui pour l'instant n'est pas disposé à vendre et à cette comment dire, à l'activité commerciale comme ressource, voilà, enfin comme d'autres endroits. Donc pour l'instant, il n'est pas disposé à vendre, mais c'est justement tout l'enjeu des rencontres, de la rencontre qu'on a eue avec lui il y a 2 semaines. Voilà. Parce que pour tout projet d'aménagement de la place Saint-Martin, ce bâtiment-là, c'est la clé de voûte pratiquement. Oui, on est d'accord. On est d'accord, mais in fine, comme je vous ai dit, dans le projet, il y a plusieurs temps. Et là, pour l'instant, si ce propriétaire veut, et dans les discussions qu'on a eues, le projet global, la vision qu'on a sur la place Saint-Martin, on lui a expliqué. Et ce propriétaire-là, l'a entrepris, l'a vu comme quelque chose de relativement intéressant. Et il serait potentiellement enclin à nous vendre le bâtiment une fois qu'on sera prêt. D'une part étude et d'autre part par rapport aux implications foncières qu'on a autour, parce qu'il n'y a pas que ce bâtiment-là, qui serait prêt à le vendre à la commune pour le projet. Donc c'est justement l'objet des discussions qu'on a. Voilà, on n'y va pas comme des bourrins, entre guillemets, on n'est pas comme des bœufs à forcer. Et donc, voilà. Non, parce que les modalités d'acquisition, ça peut se faire par négociation amiable, mais aussi par exercice des droits de préemption. Voilà, et pour l'instant, justement, on est dans l'amiable. Voilà. Bien. Alors, en ce qui concerne la partie 4, je vais vous lire toutes les questions et M. Thierry Doléan chargé de faire les réponses globales, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, où en est le projet d'un nouveau gymnase sur le site de Mortelet pour la création d'un pôle éduco-sportif principal, argument pour justifier votre projet? Où en est l'adaptation du PLU? Votre projet qui prévoit la construction du nouveau collège en bord de route départementale assorti d'un virage pose un grave problème de sécurité pour les enfants. En outre, une canalisation de gaz frôle la parcelle proposée par votre équipe pour la construction du nouveau collège. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les servitudes liées à la présence de cette canalisation de gaz et leurs incidences sur un tel projet? Où en est l'acquisition de la parcelle ZI 154, sachant que l'un des propriétaires est opposé à la vente? Les riverains du terrain pressenti se sont constitués en association, vous ont écrit une lettre recommandée en juin 2022, lettre restée sans réponse, ont pris l'avocate qui vous a envoyé en juin 2023 une lettre accompagnée d'une pétition signée par 80 foyers béninois, lettre restée sans réponse. Quand pensez-vous présenter le dossier aux Béninois pour concertation, conformément à l'engagement pris dans le Venactu de juillet-août 2023, dont le titre est Concertation citoyenne, pensez la ville avec les habitants? Monsieur Doléan. Oui, alors merci Monsieur le maire. Alors il y a beaucoup de questions un peu en vrac. Je vais souhaiter répondre parce qu'il est important pour tout le monde, y compris les Béninois, d'avoir un peu d'histoire sur ce projet. En 2016, nous avons eu l'information que le conseil départemental n'envisageait absolument pas de rénover le collège François Rabelais et souhaitait en construire un nouveau. Et la présence urbaine même d'un collège était remise en question. À l'époque, je me rappelle, on était un certain nombre autour de la table du conseil municipal de l'ancienne mandature, et beaucoup de gens autour de cette table ont participé à l'élaboration de ce projet. Nous étions les seuls à ce moment-là à voir le risque, à nous mobiliser au département et auprès du président du conseil départemental pour que Ben garde toutes ses chances de garder son collège. J'ai même souvenir de quelques colibets à notre rencontre qui nous disaient qu'on était catastrophiste et qu'on était très pessimiste. Nous avions eu raison de le faire. Donc on a monté un projet, on a analysé collectivement toutes les possibilités parce que le département voulait avoir des propositions d'implantation d'un nouveau collège avec ces nouvelles contraintes. Je rappelle que le département souhaite désenclaver tous les collèges des centres d'habitation. Et donc nous avons élaboré un projet à cette époque de principe que nous avons présenté. On a pris le dossier sous notre bras, on est allé à Versailles et on l'a présenté au cabinet du président de l'époque et qui a trouvé notre projet intéressant et qui l'a inclus dans sa réflexion. Et je ne ferai pas toute l'histoire qu'il a eue après, et notamment pendant les élections départementales de l'époque, où le président Bédier est venu à la Barbacane et a confirmé que le projet que nous lui avions proposé avait un intérêt, qu'il était potentiellement faisable et qu'il était favorable à ce projet-là. Bien évidemment, il faut après conduire toutes les études réglementaires, techniques pour en faire la faisabilité. Ce projet, nous l'avons même présenté en 2020 aux élections municipales. Donc il est public depuis 2016, puisque même à l'époque, nous l'avions rendu public. Et dans les élections municipales, on l'a présenté. Il y a eu beaucoup de discussions sur le sujet.
Beaucoup de gens ont trouvé ce projet intéressant, favorable, donc pas que au département, mais aussi sur Ben. Depuis que nous sommes élus, nous avons engagé en fait tous les travaux nécessaires avec les acteurs pour valider la faisabilité de ce projet. Mais pas seulement, parce qu'on n'est pas dogmatique. On a aussi tenté d'identifier d'autres terrains sur la commune de Ben, en concertation avec le département, parce que je le rappelle, ce n'est pas un projet de la commune de Ben, c'est un projet qui est porté par le département. Les collèges sont du ressort du département. Nous, notre responsabilité, c'est de trouver tous les éléments favorables et de mettre en place toutes les conditions pour que Ben puisse garder son collège. Et donc vous vous rappelez, donc, dans tous les terrains qui ont été étudiés, qui répondaient à toutes les contraintes, il y en avait un qui avait été identifié au niveau du Val des Quatre-Pignons dans le Creux, mais sur la commune de Thiverval. Et d'ailleurs, à cette époque, la commune de Thiverval avait engagé une enquête publique, puisque nous étions rentrés en relation avec la commune de Thiverval pour voir si on pouvait porter ce projet sur ce terrain-là. Il y a eu beaucoup de discussions autour de cette enquête publique, sur ses conclusions, et la décision du département au final a été de dire bon, ben, on ne va pas le faire ici, on va conserver l'idée première qui était de le faire à côté de Mortenay. Donc en fait, pour répondre à votre première question, le principal argument pour justifier notre projet, c'est absolument pas pour créer un pôle éducatif. Alors attendez, c'est dans un premier lieu laisser toutes les chances à Ben pour garder son collège. Et après, effectivement, il y a une cohérence territoriale, parce que c'est à côté du centre éduco-sportif, et il n'est pas complètement idiot d'imaginer que les enfants, que les collégiens, plutôt que de faire un quart d'heure à pied pour aller au stade, par exemple, ou aller à Animajeune, puissent être juste à côté. Ce qui crée une autre opportunité également. Vous savez que notre gymnase est dans un état assez ancien et qu'il va falloir soit le rénover à grands frais, et on n'a pas encore rendu les études précises dessus, mais on sait qu'il est préférable d'en reconstruire un nouveau. Et donc bien évidemment, ça aura toute une logique de construire ce nouveau gymnase sur ce centre, à proximité, au niveau de Mortenay. Mais on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. On va attendre que le département finalise le projet du nouveau collège, qu'il rétrocède à la ville de Ben le terrain actuel où il y a le collège Rabelais pour pouvoir financer après une nouvelle construction. Ce qui ne va pas nous empêcher avant, sans doute, de conduire des études de faisabilité et d'aménagement sur toute cette zone de Mortenay pour penser au futur. Par rapport à l'acquisition du terrain, effectivement, il y a eu des discussions. Alors, encore une fois, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais depuis 2020, la municipalité a tenté de rentrer en contact avec les propriétaires du terrain visé, par notaire interposé, par coup de fil, par rendez-vous. Excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui est passé. Et il est vrai que l'un des propriétaires ne souhaite pas vendre. C'est tout à fait son droit. Il n'en reste pas moins que, pour l'intérêt public, cet endroit-là est l'endroit quasiment idéal pour construire ce nouveau projet. Donc il y aura toute une procédure, on l'espère nous encore, de négociation qui pourra arriver jusqu'au bout avec les propriétaires, ou alors on rentrera dans des procédures habituelles de déclaration d'intérêt public d'une zone pour un nouveau bâtiment public avec tout ce qui va derrière. Et aussi toutes les procédures de changement de destination du PLU, puisque la zone actuellement, je vous le rappelle, est en zone à urbaniser, elle n'est pas urbanisable, donc il va falloir changer le PLU. Il y aura une enquête publique, évidemment, il y aura toutes les consultations nécessaires sur ce sujet-là. Il y a beaucoup d'inquiétudes à propos de la sécurité. Alors déjà, on va évacuer l'histoire de la conduite de gaz, puisqu'il y a eu des sondages et des études qui ont été faites. En fait, la conduite de gaz vient directement de la station de gaz. Elle arrive à l'endroit que vous signalez sur la pointe du triangle en bas, mais en fait, elle repart de l'autre côté et elle ne passe pas du tout sous le terrain. Donc, elle le foule. Non, elle passe de l'autre côté de la route. Elle est de l'autre côté de la route. D'accord, donc elle est sur le territoire de Thiverval. Voilà, c'est ça. Donc sous là où il y a marqué explosif, etc., c'est plus d'actualité. C'est un relais en fait. Un relais. Après, tous les experts du département sont passés sur le terrain pour la faisabilité
la faisabilité, toutes les servitudes, et puis les zones de danger potentiel, et il n'y a pas eu de no-go en fait sur le projet. Pour eux, c'est complètement faisable et compatible. Parce que dans le PLU, il y a, dans les servitudes, il y a cette... Oui, c'est une servitude, c'est pas là où passe le gaz. Non, mais la servitude, en fait, elle a un périmètre qui est au-delà de la canalisation. Oui, mais la canalisation n'est pas standard. Alors, juste une petite précision, il y a différents types de servitudes en fonction de la distance à laquelle on me mettait un bâtiment qui doit recevoir du public. Donc évidemment, la zone la plus proche de cet endroit, évidemment, elle est interdite de construire. Par contre, on peut construire beaucoup plus haut, parce que c'est le département qui a vérifié par rapport aux données que Gaz de France leur a données, pour vérifier qu'effectivement, ils avaient bien la possibilité de construire. Évidemment, vous n'allez pas construire sur une conduite de gaz. Non, sur une conduite de gaz, non, mais on voit, alors peut-être que le PLU n'est plus à jour, mais sur les servitudes qui sont accessibles sur le site de la mairie, il y a bien une canalisation de gaz qui frôle ce terrain. En fait, elle est de l'autre côté de la rue, en fait, de la route, de la départementale. Donc, juste pour préciser, souvenez-vous, lorsqu'il y avait le projet de l'ancienne mandature concernant la construction du CTM, ils avaient tracé le long de Tiverval, de l'autre côté, ils avaient mis tous les piquets pour vérifier l'implantation de la conduite de gaz. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et nous, on l'a vérifié pour voir justement s'il n'y avait pas un danger potentiel. Non, mais il y en a plusieurs de conduites de gaz. Cela dit, les études de sol qui ont été faites par des entreprises mandatées par le département n'ont pas relevé de difficultés particulières sur ce sujet et ont conclu, tant sur la composition des sols que sur la dangerosité potentielle, que la construction d'un collège était pleinement compatible et complètement sécure. Et beaucoup évoqué également la sécurité des enfants sur à la départementale. Est-ce que vous imaginez une seule seconde que la sortie du collège va être directement sur la départementale? Bien évidemment que la sécurité des enfants, c'est la priorité, et bien évidemment que tout sera mis en œuvre pour la sécurité des enfants. D'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui se préoccupent de la sécurité des enfants dès aujourd'hui. On a Anima Jeune là-haut. Nous, c'est notre préoccupation quotidienne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ouvre en passage piéton le passage au sein de Mortemet, donc entre les deux stades, pour que les enfants passent par là et ne passent pas par la départementale. Donc effectivement, c'est un sujet, la sécurité liée à la départementale, et évidemment qu'il sera traité. Et d'ailleurs, s'il y avait eu le moindre doute sur ce sujet-là, le département n'aurait pas validé ce projet. Enfin, après, on va laisser faire les experts, on n'est pas des experts en soi. Et en France, il y a énormément de bâtiments publics qui reçoivent des enfants qui sont proches de départementales, même parfois de nationales, et tous les éléments de sécurité sont mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas de catastrophe. Enfin, voilà, en ce qui concerne la sécurité par rapport à Anima Jeune, c'est un sujet qui ne date pas de ce mandat, qui a toujours inquiété. On est d'accord. Ça, on est bien d'accord. Et donc l'idée, c'était plutôt justement de faire en sorte qu'Anima Jeune ne soit plus sur ce périmètre. Eh bien, l'idée, c'est plutôt de profiter de ce projet pour sécuriser cette zone, pour les piétons et pour les enfants. En ce qui concerne évidemment que j'espère que la sortie pour les collégiens va passer sur la départementale. Alors là, je pense que tout le monde serait vent debout. Mais par contre, ça n'empêche pas les collégiens de se promener et d'aller sur la départementale. Oui, mais ça... mais aujourd'hui non plus. Et ça arrive. Aujourd'hui oui, si, ça arrive. La dangerosité. On va continuer le oui. Autre question, pardon. Tout ce qui est infrastructure routière, gare routière, etc. Parce que déjà, quand il y a des manifestations à Mortemet, les riverains ne sont pas contents, les voitures sont garées n'importe où, on ne peut plus se garer. Donc s'il y a le collège en plus, comment allez-vous faire pour réguler tout ce flot de voitures? Eh bien, il y a une partie pour la circulation sur la départementale qui sera sûrement du ressort du département et on aura des discussions avec eux. Et bien évidemment que sur le pôle éduco-sportif au global, il y aura une étude pour le stationnement. Je ne vais pas dévoiler des choses qui n'existent pas, mais évidemment, il y a déjà des nuisances aujourd'hui. Et si on rajoute une gare routière qu'il faudra faire, etc., il faudra évidemment le prendre en compte. Et on aura sûrement d'ailleurs la possibilité d'améliorer la situation lorsque l'on pourra intervenir sur l'ensemble du périmètre de Mortemet. Je voulais juste préciser une chose.
par rapport au fait que nous n'aurions pas reçu les riverains. Si, nous avons reçu les riverains à l'été 2022, même des gens qui sont porteurs de la pétition. Alors je ne sais pas où en est le traitement en soi de la pétition, parce qu'effectivement on va y donner une réponse. Mais... Non, non. Oui, Non, pardon, non, oui. non, Oui, c'est non, au pas du département, tout. pardon. Nous, on a transmis tous les Oui, c'est documents ça. au département, Oui, c'est eux d'apporter une réponse aux questions qu'ils se posent. Nous, on n'est pas là, c'est pas nous qui sommes porteurs du projet, c'est pas nous qui allons construire le collège. Donc on a transmis toutes ces informations et toutes les lettres au département. Donc c'est à eux, et ils le savent, parce que j'aurais posé la question, ils ont bien reçu. C'est à eux de répondre. Et par ailleurs, on a reçu les riverains. Alors je crois qu'en fait, il doit y avoir une confusion parce que c'est pas en 2022 que vous avez reçu les riverains, c'est en 2021 que vous avez reçu un couple de riverains, mais a priori, vous n'avez jamais reçu les riverains en 2022. Bon, peut-être le temps passe tellement vite avec toutes les choses qui sont à faire. Ouais. Alors, Et d'autre part, même si c'est du ressort du département, ça coûte quoi de dire on a bien reçu votre demande ou d'écrire, on a pris bonne note de vos inquiétudes, on a transmis au département dont c'est la compétence. Enfin, je sais pas, il y a des choses qui se font quand même. Hein. on va dire aussi 6 ans. On va pas épiloguer. Oui. Pour peut-être mettre une fin à ces peurs, si je puis dire, rappelez-vous que le Val des 4 Pignons, pendant plusieurs dizaines d'années, était avec un tuyau doté du gaz, justement, qui traversait tout le Val. 1200 habitants, 1200 foyers là. Bon. Vous imaginez bien que, et là, les maisons, elles sont côte à côte. Hein. Il y a des rues où il passait, il allait jusqu'en bas, là-bas, jusqu'au bout, presque chez Brassens, ça bientôt. Et il a été détourné. Et donc, bien sûr, les gens qui travaillent là-dessus, ils ne vont pas prendre une décision qui ne serait pas sécuritaire, quoi. Hein. Donc, je pense que là, on n'a pas une crainte à avoir. Et en ce qui concerne la présentation, alors la concertation avec les habitants. Alors, bon, d'abord, comme vous le savez, c'est un projet du département, donc eux, ils ont engagé déjà un premier concours d'architectes pour désigner 4 architectes, plus 2 en cas où, mais 4 architectes qui vont avoir la tâche de présenter des esquisses. D'accord ? Voilà. Donc on peut effectivement parler avec le département de ce qui pourrait éventuellement être une concertation, mais je vous rappelle, et je le rappelle encore, c'est que c'est un département qui a la main mise, même sur leur demande. Bon, peut-être qu'ils accepteront, mais peut-être qu'ils nous diront, mais écoutez, c'est notre projet, par rapport à un certain nombre de contraintes, si vous voulez. Et n'oubliez pas que quand c'est un concours d'architectes, on peut guère travailler dessus. Enfin, là, Michel Leblay pourra nous le confirmer, c'est un petit peu la problématique des concours d'architectes, c'est que c'est difficile, une fois que c'est acté, de pouvoir faire des modifications. Mais rien n'empêche, si vous voulez, effectivement, de demander au département qu'on puisse avoir une présentation ou un travail en concertation avec nous, ou au moins les riverains. Oui. Ce serait quand même préférable, monsieur le maire, parce que là, vous êtes en train de nous casser le moral en disant que le département va décider et qu'on n'aura pas la mainmise et on risque de se retrouver avec un truc monstrueux. Donc j'espère que la mairie participera effectivement à ce genre de choses. Bien sûr. Il y a aussi, en ce qui concerne le collège et la concertation avec la population, c'est aussi de dire, par exemple, quel est le cahier des charges. Un collège des années 70, il n'est pas le même qu'un collège des années 2020. Donc, ça serait intéressant, mais et valorisant même pour le département, qui, je crois, a une politique ambitieuse à ce niveau-là, et par exemple en termes de construction, de présenter, de dire voilà nos objectifs, voilà le cahier des charges, voilà ce qu'on a demandé. Et c'est une rencontre, des échanges, c'est pas forcément agressif. Mais là, c'est un peu prématuré. Là, c'est un peu prématuré. Non, le cahier des charges, ils doivent savoir ce qu'ils attendent d'un collège. Non, mais ça, on le sait, ça a même été présenté publiquement dans le plan des départements sur les nouveaux collèges. On connaît, c'est des collèges de 800 élèves avec des matériaux biosourcés, etc. C'est déjà été présenté. Ça a été présenté déjà.
À toute la population depuis 2018. Je pense même que si vous allez sur le site du département, vous allez retrouver Ouais, c'est marqué, ce c'est document. marqué, vous avez toutes les infos. Juste pour finir sur ce sujet. L'objectif de la ville de Benne, c'était de sécuriser la présence d'un collège sur Benne. Et nous sommes allés au bout des démarches que nous devions faire. Maintenant, c'est du ressort du département sur la conduite future, tant réglementaire que technique pour les constructions. Et bien évidemment que Monsieur le maire reste en contact étroit avec le département pour suivre l'avancée et notamment de ce qui se passe avec les architectes, etc. Mais là, nous, on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire. Et on peut se réjouir d'avoir la confirmation que le collège restera sur Benne et qu'il se fera, alors à horizon 2027-2028, là, ça dépendra des finances et des planifications du département. Mais on a cette certitude. On a des perspectives pour continuer à aménager Mortemer. Alors, on m'a dit que lors de sa garden party, je crois, du 12 juillet, le président Bédier avait dit que, compte tenu du contexte actuel, du contexte économique actuel, le département allait geler ou reporter ses gros projets, tout en continuant, lui, à accompagner les communes dans leurs projets. Tout à fait. Donc, est-ce que dans ces grands projets, on peut considérer que le collège en fait partie? Et donc, l'horizon 2026 n'est plus celui... Oui, on a eu... Non, on a, en fait, si vous voulez, globalement, les droits de mutation du département, puisque c'est une de ses principales ressources, droits de mutation ont baissé de 25%. Et donc, il est obligé de faire des choix, et c'est normal, hein, dans toute administration, lorsque vous avez une défection au niveau des finances, vous essayez d'étaler. En fait, il n'y aura pas de suppression, il y aura seulement peut-être sur certains projets, sur certains projets, peut-être de l'étaler. Peut-être qu'au lieu de 2026, ce sera 2027 ou 2028. Mais attention, là, on fait des spéculations parce que l'information officielle, c'est que le projet continue, que le département travaille et on n'a eu aucune information officielle sur un report éventuel de calendrier. Donc on reste sur... Je voulais savoir si il y avait des précisions sur les projets qui seraient reportés et si le collège en faisait partie. Non, aucune, pas pour l'instant. Ouais. Ah, c'est mon micro qui a un problème. Bien, on passe aux questions suivantes. Très bien. Liste de Madame Sylvie Béguier, Daniel Leroy-Claude et Claude Copin. Vers quelle période le prochain PLU pourrait être opérationnel? C'est ça la question? Oui, juste avoir certains renseignements, parce qu'on nous dit c'est en cours, mais en fait on a beaucoup de questions en ce qui concerne la modification du PLU. Et en juin, on nous disait on va voir, on voit rien du tout. Donc on n'a aucune échéance et on ne sait pas où ça en est. Alors, je vous donnerai ce document que j'ai, puisque j'ai demandé à ce qu'on me donne la partie du planning. Je vais vous donner juste quelques infos, mais je vous fais parvenir ce planning. Phase 2, le PADD, finalisation du PADD pendant le deuxième semestre 2023, réunion publique, premier semestre 2024. D'accord? Bon, c'est peut-être pas la peine de noter, je vous le ferai parvenir, ça sera aussi bien. Et alors, phase 3, examen cas par cas, évaluation environnementale, ça va s'étaler du deuxième semestre 2023 jusqu'au premier semestre 2024. Élaboration des OAP règlements écrits et graphiques de la même façon. L'arrêt du dossier prévu au deuxième semestre 2024. Consultation, concertation, définition de la stratégie de concertation jusqu'à fin du premier semestre 2023 et phase de concertation premier semestre 2024 et approbation du PLU dans le premier semestre 2024. Et je vous ferai parvenir le planning. Deuxième semestre 2024, pardon. Voilà. Et je vous le ferai parvenir parce que c'est plus simple que... On pourra tous la voir? Oui. Bien sûr. Deuxième question, que devient le projet Terralia 33 logements, dont 4 logements sociaux à la Garenne? En fait, ce n'est plus Terralia, mais c'est 3F qui a repris ce dossier, et c'est 33 logements sociaux, en fait, qu'il y aura. Alors maintenant, projet qui a été repris par 3F, ils disent une livraison prévue 2024-2025, d'accord? En sachant qu'il n'y a rien de commencé. Bon, si... les études
études chez eux ont été faites, mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc, on va prévoir ça vers fin 2024, début 2025, mais je pense que ce sera plutôt plus tard. Mais bon. Oui. Et vous savez, à ce sujet, qu'est-ce qui bloque? Parce que ça fait combien de temps que le permis de construire a été accepté? Alors, c'est passé par... en fait, je crois que le 3F est le troisième propriétaire de ce projet, puisqu'il y avait un projet qui a été repris par Terralia et qui, en fait, maintenant est repris par 3F. Vous voyez, premier dépôt est 2019. Donc, après, maintenant, moi, je n'ai pas de contact sur ce dossier avec 3F. Mais bon, on pourrait éventuellement les interroger pour savoir où ils en sont là-dessus. C'est bon? Alors, après la remise en état actuel de la toiture de la nouvelle salle des fêtes, quand estimez-vous son inauguration? Monsieur Michel Noblet. Pour diffuser l'information. Tout à fait, je comprends très bien. Donc, pour information, je vais faire un bref historique. La toiture s'est envolée le 10 mars. Nous avons donc rentré dans une procédure avec experts, j'en passe des meilleurs. Et nous avons conclu un accord avec les experts, les différents intervenants, le 5 septembre de cette année, 2023. Un accord amiable où les responsabilités de chacun ont été établies. Je rassure tout le monde, la mairie n'a pas été mise en cause. Je répète, le bâtiment n'ayant pas été réceptionné, la mairie n'avait absolument aucun préjudice à subir. Pour information, donc, les experts ont décidé que 70% étaient dus à l'entreprise, 20% à la maîtrise d'œuvre et 10% au bureau de contrôle. Donc le 5 septembre au soir, nous avons conclu cet accord. Les travaux ont commencé pratiquement dans la foulée, le temps quand même que l'entreprise se mette en place. Maintenant, je vais être franc, ce sera pour la fin de l'année, mais je ne donne pas de date. Étant quelqu'un de pragmatique et de travaux, je sais qu'il peut y avoir des aléas je ne les souhaite pas, mais voilà. Donc je pense que pour la fin de l'année, cette salle des fêtes sera terminée pour les travaux. Désolé, la date de l'inauguration, là par contre, c'est pas moi qui la fixe. C'est pas dans le planning travaux. Si vous avez des questions supplémentaires sur cette... si je précise quand même que dans le cadre des négociations avec les experts, nous avons quand même négocié une somme de 38 000 euros pour préjudice par rapport à la location de la salle Fleubert, qui a été acceptée par les experts. Oui, Madame Sauter. Oui, je voulais préciser, rappeler que vous nous avez précisé en commission, parce qu'il y a des Benoît qui se posaient la question, qu'il n'y avait pas de défaut de conception. Alors, en effet, il n'y a aucun défaut de conception. Après, la maîtrise d'œuvre a été mise en cause à hauteur de 20%. À titre personnel, j'estime que c'est un peu fort, dans la limite mais bon, c'est des décisions d'experts, dans la limite où il a été reproché notamment que lors du rendez-vous de chantier, nous n'avions pas été sur la toiture. Difficile de monter sur une toiture quand les échafaudages ont été démontés. On n'a pas le pouvoir de lévitation, on en aurait beaucoup, mais la lévitation, on ne sait pas faire. Donc, la maîtrise d'œuvre n'a pas à jouer le jeu, tout le monde a dit, on voulait un accord à l'amiable. Mais pas de défaut de conception. Voilà, mais ce n'est pas un défaut de conception, c'est essentiellement un défaut de mise en œuvre. Bon, si pas d'autres questions, on va terminer ce conseil. Donc, vous avez sur votre table un petit pot avec le miel, en fait, de la production des abeilles qui sont dans les douves du château. Donc, bonne dégustation. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci.